Cette animation détaille une séquence d'amorçage normale de Microsoft Windows XP professionnel s'exécutant sur un processeur 32 bits. La séquence d'amorçage se déroule à partir du moment où vous appuyez sur l'interrupteur d'un ordinateur pour l'allumer jusqu'à l'ouverture de session. Elle se déroule principalement en arrière-plan. Le fait de comprendre l'ordre du déroulement des événements de la séquence d'amorçage vous aidera à trouver les solutions aux problèmes d'amorçage. Pilote de périphérique incorrect, mauvaise configuration matérielle, problème d'affichage et configuration logicielle incorrecte. Ce schéma représente le système d'exploitation Windows XP professionnel et montre que la couche d'abstraction matérielle, le noyau et les services système sont tous partie intégrante du mode kernel. Comprendre comment ces éléments sont chargés puis démarrés et quels fichiers et éléments du registre sont responsables de leur chargement et de leur démarrage est essentiel à la compréhension du processus d'amorçage et à la résolution des problèmes qui y sont liés. Pour clarifier l'explication, cette animation distingue 5 séquences dans le processus d'amorçage. Les séquences de pré-amorçage, d'amorçage, de chargement du noyau, de démarrage du noyau et d'ouverture de session. La séquence de pré-amorçage commence à l'allumage de l'ordinateur, avant le démarrage du système d'exploitation. Pendant cette séquence, l'ordinateur exécute des routines POST pour déterminer la quantité de mémoire physique et identifier les composants matériels installés. Si l'ordinateur dispose d'un système BIOS plug and play, le matériel est reconnu et configuré. Le système BIOS de l'ordinateur localise le périphérique d'amorçage, puis charge et exécute l'enregistrement de démarrage principal, NBR. Cette opération conclut la séquence de préamorçage. La séquence d'amorçage commence une fois la séquence de préamorçage terminée. Elle comprend 4 étapes: chargement de l'amorçage initial, choix du système d'exploitation, détection du matériel et choix de la configuration. La séquence d'amorçage utilise 6 fichiers: ntloader, boot.ini, ntdetect.com, ntoskernel.exe, ntbootdd.sys et bootsect.dos qui est facultatif. Pendant l'étape de chargement de l'amorçage initial, le fichier ntloader fait passer le microprocesseur du mode réel, dans lequel 640 KO de mémoire vive sont réservés à Microsoft MS-DOS, le reste étant appelé mémoire étendue, au mode mémoire plate 32 bits, dans lequel Windows XP professionnel utilise toute la mémoire disponible. Le fichier ntloader démarre ensuite les pilotes du système de mini-fichiers intégrés. Cette opération permet au fichier ntloader de rechercher les partitions au format FAT ou NTFS et d'y démarrer le processus de démarrage. L'étape de chargement de l'amorçage initial prend fin et l'étape de choix du système d'exploitation commence. Pendant l'étape du choix du système d'exploitation, si plusieurs systèmes d'exploitation sont installés sur l'ordinateur et que le fichier boot.ini est configuré pour proposer un choix de système d'exploitation, le moniteur affiche l'écran « Choisissez le système d'exploitation à démarrer ». C'est le résultat de la lecture du fichier boot.ini par le fichier ntloader. Boot.ini est un fichier masqué situé à la racine de la partition système. ntloader utilise les informations de boot.ini pour identifier le contrôleur de disque, le disque et la partition sur lesquels rechercher les fichiers du système Windows XP. Ce fichier indique également l'emplacement des autres systèmes d'exploitation. La ligne de délai d'attente du fichier indique combien de secondes le système attend avant de charger automatiquement le système d'exploitation par défaut. Le délai d'attente par défaut est de 30 secondes, mais il peut être remplacé par n'importe quelle valeur. Si le délai d'attente est égal à 0, le système d'exploitation par défaut démarre sans laisser à l'utilisateur le choix entre plusieurs systèmes d'exploitation. Si le délai d'attente est égal à -1, l'utilisateur doit choisir un système d'exploitation. Le fichier boot.ini utilise les conventions de dénomination ARC pour indiquer les emplacements des systèmes d'exploitation. La première entrée indique le contrôleur à utiliser, multi ou SCSI. SCSI est utilisé pour les contrôleurs SCSI sur lesquels le système BIOS SCSI n'est pas activé. Pour tous les autres cartes et contrôleurs, utilisez multi. Le chiffre suivant SCSI désigne le contrôleur. La valeur du paramètre disque est utilisée uniquement pour un contrôleur SCSI. Cette valeur indique le disque physique sur lequel réside le système d'exploitation. La valeur du paramètre partition identifie la partition sur laquelle le système d'exploitation réside. Les disques et les contrôleurs sont numérotés en commençant à 0, et les partitions le sont en commençant à 1. Si la première entrée est multi, la valeur du paramètre RDisc est utilisée à la place de la valeur du paramètre disque. Tout le reste fonctionne exactement comme pour un contrôleur SCSI. Si le fichier boot.ini n'indique qu'un seul système d'exploitation, l'écran de choix d'un système d'exploitation ne s'affiche pas et le système d'exploitation par défaut est chargé.
L'étape du choix du système d'exploitation dans la séquence d'amorçage est alors terminée et l'étape de détection du matériel commence. Les fichiers NTDetect et NTLoader effectuent la détection du matériel. Une fois Windows XP Professionnel sélectionné comme le système d'exploitation à charger, le fichier NTDetect établit la liste des composants matériels installés qu'il renvoie au fichier NTLoader qui sera utilisé plus tard pour créer la clé matérielle dans le registre. Les composants détectés sont les suivants: type de bus et de carte, carte graphique, port de communication, port parallèle, coprocesseur à virgule flottante, support amovible, clavier et dispositif de pointage. L'étape de détection du matériel se termine et celle du choix de la configuration commence. Pendant l'étape du choix de la configuration, si plusieurs profils matériels sont configurés sur l'ordinateur, le fichier NTLoader affiche le menu Profil matériel récupération de configuration. Si l'ordinateur ne dispose que d'un profil matériel, Windows XP sera chargé à l'aide du profil par défaut. Au cours de la séquence de chargement du noyau, le fichier NTLoader charge l'exécutif ntoskernel.exe appelé noyau Windows XP. Le noyau est chargé mais non initialisé. Le fichier NTLoader charge ensuite la couche d'abstraction matérielle qui est le fichier hal.dll. La couche d'abstraction matérielle est une fine couche logicielle résidant en mémoire, entre le matériel et le noyau Windows XP. Le noyau et quelques services en mode kernel peuvent accéder directement au matériel. Il arrive cependant que le matériel effectue un appel d'exception non résolu. La couche d'abstraction résout les appels matériels non identifiés, agissant ainsi comme un filtre. Ce filtre permet à différents matériels de paraître similaires du point de vue du système d'exploitation. Grâce à ce mécanisme, Windows XP Professionnel peut fonctionner avec de très nombreux périphériques. La couche d'abstraction matérielle fournit également des routines qui permettent à un même pilote de périphérique de prendre en charge le périphérique sur toutes les plateformes. Remarquez que tous les appels matériels ne sont pas tenus de passer par la couche d'abstraction. Une fois la couche d'abstraction matérielle chargée, la séquence de chargement du noyau se poursuit en chargeant la clé de registre HKey Local Machine System. Le fichier NTLoader lit la clé Select pour déterminer le jeu de contrôle à charger. Le jeu de contrôle contient les données de configuration utilisées pour contrôler le système, tels que les pilotes de périphérique et les services à charger et démarrer. Le fichier NTLoader charge les pilotes de périphérique avec une valeur de démarrage égale à 0. En général, il s'agit des pilotes de périphérique de bas niveau. Le registre contient le chemin d'accès du pilote de périphérique afin que le fichier NTLoader puisse trouver le fichier. Lorsque le paramètre Current Control Set, qui est un miroir du jeu de contrôle désigné par défaut, est chargé, la séquence de démarrage du noyau commence. À ce stade, le fichier NTLoader transmet le contrôle au noyau. Au début de la séquence de démarrage du noyau, le logo Microsoft Windows XP s'affiche avec une barre d'état multicolore au centre de l'écran. 4 tâches sont exécutées pendant la séquence de démarrage du noyau: création de la clé hardware, création du jeu de contrôle clone, chargement et initialisation des pilotes de périphérique, et démarrage des services. La première tâche consiste à créer la clé matérielle dans le registre. Le noyau utilise les données collectées au cours de la détection du matériel pour créer la clé de registre HKey Local Machine Hardware. La deuxième tâche consiste à créer un jeu de contrôle clone. Le noyau crée un jeu de contrôle clone désigné par la valeur par défaut de la clé Select sous système. Le jeu de contrôle clone est identique au jeu chargé par le fichier NTLoader. Le clone n'est jamais modifié, mais utilisé plus tard pendant le processus d'amorçage. La troisième tâche consiste à charger et initialiser les pilotes de périphérique. Le noyau initialise les pilotes de périphérique de bas niveau qui ont été chargés pendant la séquence de chargement du noyau. Le noyau recherche alors les pilotes de périphérique dotés d'une valeur de démarrage égale à 1 dans la clé HKey Local Machine System Current Control Set Services. Ces pilotes de périphérique sont initialisés dès qu'ils sont chargés. Si une erreur se produit, le noyau utilise la valeur du contrôle d'erreur du pilote pour déterminer le résultat. La valeur 0 est Ignore. Le processus d'amorçage se poursuit sans afficher de message d'erreur. La valeur 1 est Normal. Le processus d'amorçage affiche un message d'erreur mais ignore l'erreur et continue. La valeur 2 est Severe. Le processus d'amorçage échoue, puis redémarre à l'aide du jeu de contrôle Last Known Good. Si le processus d'amorçage utilise déjà ce jeu de contrôle, il ignore l'erreur et se poursuit. La valeur 3 est Critical. Le processus d'amorçage échoue et redémarre à l'aide du jeu de contrôle Last Known Good. Si ce jeu de contrôle provoque une erreur critique, le processus d'amorçage s'arrête et un message d'erreur s'affiche.
Une fois que le noyau a été chargé et a initialisé les pilotes de périphériques de bas niveau, le gestionnaire de session démarre les sous-systèmes et les services de niveau supérieur. Le gestionnaire de session démarre alors le sous-système Win32, qui contrôle tous les périphériques d'entrée-sortie et l'accès à l'écran. Cette opération active l'interface utilisateur graphique, le clavier et les autres périphériques d'entrée-sortie. Le gestionnaire de session démarre également le processus WinLogon. Cette opération conclut la séquence de démarrage du noyau et démarre celle de l'ouverture de session. Le fichier winlogon.exe démarre l'autorité de sécurité locale. À ce stade, l'écran ou la boîte de dialogue, ouverture de session Windows XP en fonction de votre configuration, s'affiche. Vous pouvez à présent ouvrir une session, même si Windows XP démarre encore des périphériques de la troisième étape à l'arrière-plan. Le contrôleur de service effectue ensuite une analyse finale de la clé HKey Local Machine System Current Control Set Services pour rechercher les services dotés d'une valeur de démarrage supérieure ou égale à 2. Les services sont chargés en fonction de leur valeur de démarrage et des entrées Dependent Group ou Dependent Service. Dans ce cas, le service NetLogon dépend du service Landman Workstation. Le service NetLogon ne démarrera pas tant que le service Landman Workstation n'aura pas démarré. Le processus d'amorçage de Windows XP n'est pas considéré comme correct tant qu'un utilisateur n'a pas ouvert une session sur l'ordinateur. Après une ouverture de session réussie, le système copie le jeu de contrôle clone dans le jeu de contrôle Last Known Good. Cette opération conclut à un processus d'amorçage réussi.